Les habitants de Beyrouth entre colère et désolation après la catastrophe d'hier. Plus de 100 personnes sont mortes et plus de 4000 autres blessées. La capitale libanaise a été soufflée par une double explosion dans un entrepôt de nitrate d'ammonium. Les dégâts sont considérables. Le pic de chaleur annoncé en Belgique a bien commencé. Il va se renforcer dans les jours qui viennent. Les organisateurs de stages pour les jeunes ont pris les devants. Les activités seront adaptées pour éviter les malaises et les insolations. À travers tout, le festival Midi Minime a bien lieu cette année au Conservatoire de Bruxelles, avec une programmation de musique ancienne et des dispositions particulières. Covid oblige. Bonsoir à tous. Le Liban appelle à l'aide internationale. Le pays est sous le choc après la double explosion d'hier dans un entrepôt contenant du nitrate d'ammonium sur le port de Beyrouth. Une déflagration qui a littéralement soufflé tout un quartier de la capitale. Il y a une centaine de morts et au moins 4000 blessés. Et puis, des dégâts matériels estimés à 3 milliards de dollars. Ce mercredi, c'est le jour d'après. Les Libanais exsangues contemplent impuissants ces dégâts. Au Fayoumi. À la télévision, les images tournent en boucle. Des débris, des sauveteurs, une ville à moitié détruite. Impuissants et choqués, les Beyrouthins ne peuvent que constater les dégâts. À l'image de Gide Jabour, gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Georges, un hôpital près du port très touché. C'était vraiment comme les images de Berlin de la Deuxième Guerre mondiale. Des immeubles, des vieux immeubles effondrés, des voitures cassées, des routes bloquées. Et alors, l'hôpital est fermé actuellement. Il y a 9 patients qui sont décédés suite à cette explosion. Tristesse et amertume, ce sont les sentiments partagés par beaucoup de Libanais et beaucoup pointent du doigt l'ingérence des autorités publiques. C'est le cas des milliers de jeunes manifestants qui prenaient la rue il y a quelques semaines. Samar, jeune militante, ne voit pas comment le pays peut s'en remettre alors qu'il est déjà à terre. Le pays maintenant, il connaît sa pire crise économique, c'est-à-dire les banques impose des restrictions non seulement sur les comptes d'épargne, mais aussi sur les comptes courants, c'est-à-dire sur les salaires. Il y a une hyperinflation dans le pays. Il y a des licenciements massifs. On compte 850 personnes licenciées il n'y a pas quelques semaines à l'université américaine. Samar qui rappelle que des réserves de céréales stockées ont aussi été emportées par l'explosion. Elle, comme d'autres, estime que toute l'aide internationale possible ne sera pas suffisante. 300 000 personnes sont désormais sans domicile après cette catastrophe. De nombreux pays se préparent à envoyer de l'aide au Liban. C'est le cas notamment des pays du Golfe, de l'Iran et même d'Israël, avec lequel le Liban est techniquement en état de guerre. C'est le cas aussi de nombreux pays d'Europe, dont les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France. La Tunisie, elle, a proposé de faire venir et de prendre en charge médicalement une centaine de personnes blessées dans les explosions. Tunis qui annonce aussi l'envoi en urgence de deux avions militaires d'aide alimentaire et médicale. 2200 Belges vivent dans la région, ravagés par les explosions de Beyrouth et sont enregistrés auprès des affaires étrangères qui ont confirmé ce matin que 2 Belges figuraient parmi les morts dans l'explosion. La Belgique a fait savoir qu'elle était prête aussi à offrir son aide au Liban via notre ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin. Cela pourrait se faire via l'envoi d'une équipe Bifast. Un registre de condoléances pour les victimes des explosions de Beyrouth a aussi été ouvert aujourd'hui à l'hôtel de ville de Bruxelles. Il va rester accessible jusqu'à la fin de la semaine prochaine et sera ensuite remis à l'ambassadeur du Liban en Belgique. Et cet après-midi, à la Bourse, en plein cœur de Bruxelles, un rassemblement est organisé jusqu'à 18h par un collectif comprenant Amitié sans frontières, Viva Saloud, Intal et Amis du Liban. Ils veulent être là en soutien au peuple libanais. Mélanie Joris. Ah oui, c'est l'objectif, montrer sa solidarité et partager la douleur des habitants de Beyrouth. Ce rassemblement, il se tient à l'appel de plusieurs associations, dont Amitié sans frontières et les Amis du Liban, des associations qui ont beaucoup de projets sur place. Alors une grande photo va être installée au pied de la Bourse. Elle représente la ville de Beyrouth, une ville encore intacte avant les explosions d'hier après-midi. Des fleurs vont être déposées au pied de cette photo. Et en fait, depuis hier soir, les associations ne font que recevoir des appels, des propositions de Libanais installés en Belgique, comme par exemple comment est-ce qu'on pourrait envoyer du sang sur place ou de l'argent. Le rassemblement va se tenir pendant 1 heure, mais avec des groupes de 10 personnes qui viendront chacun leur tour pour pouvoir respecter les mesures sanitaires liées au Covid. Merci Mélanie. Mélanie Joris avec l'aide technique de Jean-Christophe Cornil. 535 par jour, c'est le nombre moyen d'infections au coronavirus dans notre pays entre le 26 juillet et le 1er août, selon les chiffres communiqués
communiqué ce matin par Cienzano. Cela représente une augmentation de 58% par rapport à la semaine précédente. Le nombre d'admissions à l'hôpital est désormais de 22,7 par jour. Pour Cienzano qui fait part également d'une moyenne de 2,4 décès quotidiens. L'homme de 49 ans, suspecté d'avoir tué l'échevine et ancienne bourgmestre d'Alost, Ilse Uitersprot, a été placé sous mandat d'arrêt aujourd'hui pour assassinat par le juge d'instruction. Il s'était rendu hier matin à la police locale en annonçant qu'il avait tué la femme politique de 53 ans. Le laboratoire, le juge d'instruction, le parquet et le parquet général sont descendus sur les lieux, ainsi que la police judiciaire fédérale qui mène l'enquête. Cela ne vous aura pas échappé, il fait chaud et ce n'est que le début de la première vague de chaleur de l'été. Une canicule qui a aussi un impact sur l'organisation des stages d'été. S'il fait trop chaud, on adapte le programme. Si possible, les activités ont lieu à l'intérieur plutôt qu'en plein soleil. Les enfants sont invités à boire régulièrement et des points de rafraîchissement sont parfois prévus, comme au centre sportif du Bloquerie à Louvain-la-Neuve où l'ADEPS organise des stages pour environ 350 enfants chaque semaine depuis le début de l'été. Christine Denoël, directrice du centre ADEPS. Le centre sportif a installé des tuyaux d'eau à l'extérieur et en passant, c'est toujours l'occasion d'un peu mouiller les enfants, de faire un petit rafraîchissement par ce biais-là aussi. Ça peut être aussi le moment de se détendre, d'un peu bavarder à l'ombre. On n'est pas stressé par une intensité, une rentabilité de chacune des minutes. On reste un stage de vacances sportif bien sûr, mais avec des moments de détente. Et jamais on ne va obliger un moniteur à donner une activité alors que c'est plus possible. Ils sont raisonnables, ils connaissent leur métier, sont des professionnels. Nous le sommes aussi et donc on veille à ce que toutes les choses se passent en sécurité, qui est certainement le maître mot dans cette situation. Un propos recueilli par Hugues Van Peel. Il ne se passe pas un jour sans que des pertes d'emplois soient annoncées à cause de la crise sanitaire. Aujourd'hui, c'est le groupe allemand Ceconomy, maison mère des chaînes de magasins d'électronique MediaMarkt et Saturn, qui annonce une restructuration. Jusqu'à 3500 emplois pourraient être perdus et plusieurs magasins devraient fermer leurs portes. Plus de détails devraient être annoncés le 12 août prochain. C'est l'un des plus anciens festivals de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il existe depuis près de 35 ans. Le festival des Midi Minimes contre vents et marées. Le festival a bien lieu tout l'été cette année au Conservatoire de Bruxelles. De la musique ancienne, de la musique des 18, 19 et 20e siècles, des concerts de 35 minutes à la mi-journée. Il a fallu s'adapter aux nouvelles normes pour que l'événement puisse avoir lieu. Voici le reportage d'Ariane Dufrane et Marie Mikils. Elles étaient à midi dans la salle du Conservatoire. C'est une norme imposée par le dernier Conseil national de sécurité, 100 spectateurs maximum en intérieur. Alors 100 personnes réparties dans cette immense salle de style Napoléon III, c'est une impression de vide. 100 personnes, c'est vraiment très peu. Il faudrait qu'on impose des normes en tenant compte de l'espace. C'est une peau de chagrin pour ces pauvres artistes. Cette année, pas question d'aller faire la bise à une connaissance 2 rangs plus loin. Chacun reste sagement sur son siège en attendant l'artiste. Un public masqué et content d'être là. Je prends mes congés en fonction de la programmation. Suivre un concert avec un masque ? Ça ne me gêne pas. En tout cas, je me sens plus rassuré d'avoir ça. Je sens que j'ai une protection. Je viens quelques fois par saison l'été. J'ai des amis qui sont à l'étranger et qui ne peuvent pas rentrer et qui sont bien tristes de ne pas pouvoir être présents à ces concerts. Tous les artistes ont accepté de jouer 2 fois leur programme sur la journée. Ce mercredi, c'est le pianiste Stéphane Ginsburg. Par un gros effort de jouer 2 fois, on est sur place. C'est même un plaisir en fait. Ça permet de doubler le plaisir. Les études tableaux de Rachmaninov sonnent avec fougue devant un public d'habitués, un public clairement en manque de concerts. Le Festival des Midi Minimes fait partie des rares événements culturels qui ont pu être maintenus cet été. Et ils sont rares en effet. C'était Marie Mikils pour terminer ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be.